Je ne suis pas quelqu'un qui se retourne, j'aime bien, je me rappelle, professeur d'histoire, j'aime bien le passé. Mais moi, mon espérance, c'est le match de dimanche, celui du dimanche après, c'est l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire, avec quoi on va jouer. Voilà, c'est ça c'est demain qui m'intéresse. Vous reconnaissez cette voix ? C'est celle d'un homme qui a consacré sa vie entière au rugby. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. D'abord joueur, puis entraîneur depuis plus d'un demi-siècle, mon invité a été un témoin privilégié de l'évolution du rugby, mais en est surtout un acteur de premier ordre. Passé par exemple par Lombès Samatan, Auch, Agen, Albi ou même avec la sélection géorgienne, il a accompli des prouesses partout où il a officié. Véritable encyclopédie de notre sport, sa science du rugby n'a d'égal que sa passion pour les êtres qui le façonnent. Surnommé le sorcier gersois, mon invité est aujourd'hui entraîneur en Fédéral 2 dans l'entente Miélan-Mirande. Comme vous l'aurez peut-être deviné, j'ai eu l'immense privilège de m'entretenir avec Henri Broncan. Du haut de ses 76 printemps, Henri se confie avec une grande sensibilité sur sa passion inaltérable pour le rugby, l'histoire et son lien viscéral avec son Gers natal. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un petit commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça aiderait vraiment La Cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Henri. Bonjour. Aujourd'hui on est à Tarbes dans les locaux de Rugby Mercato et tu me fais la sympathie d'avoir accepté mon invitation qui a été initiée par Omar Hassan au cours du premier épisode. Les amateurs de rugby connaissent le sorcier gersois, le surnom qui te suit depuis des décennies, mais moi ce que je me demande, c'est de quoi rêvait le petit Henri. Le petit Henri, son père l'amenait voir le football club occitan. Il avait 7 ou 8 ans à Auch et il rêvait tout simplement d'être ramasseur de balles. Il enviait les ramasseurs de balles du football club occitan. Je me rappelle, le football club occitan jouait déjà bien sûr en maillot rouge et en général les ramasseurs de balles étaient en maillot bleu. Et je rêvais de porter ce maillot bleu. Et j'ai jamais pu être ramasseur de balles au football club occitan, ni d'ailleurs ailleurs. Voilà. Mais c'est une image très forte, parce qu'à cette époque-là, c'était pas le stade du Moulias, c'était le stade de Matalin, qui était un stade fabuleux, parce qu'il y avait ce qu'on appelait la cuvette de Matalin, c'était une nette déclivité là, d'à peu près 1 mètre entre les 22 et la ligne de but. Et tout le public était en transe quand le football club occitan réussissait à mettre l'équipe adverse dans cette zone des 22 mètres. Ça y est, on les a mis dans la cuvette, ils vont pas pouvoir s'en sortir. Voilà, il y a ça. Et puis, bon, ensuite, comme j'étais un grand admirateur du football club lourdais, le football club lourdais, c'est lui qui m'a poussé à aller au rugby. Et j'ai le souvenir de ma première rencontre avec Jean Prat, j'avais 9 ou 10 ans, au Winger, à côté du stade. J'étais d'une famille très, très pratiquante et chaque année, il fallait aller, au moins chaque année, 1 ou 2 fois en pèlerinage à Lourdes et ma grand-mère m'amenait toujours à la grotte. La grotte m'ennuyait un petit peu, il faut dire, quoi. Et un jour, elle a eu la fantastique idée de m'amener au Winger et c'est là que j'ai vu derrière le bar Jean Prat et j'ai un souvenir émerveillé parce que ma génération, elle a été élevée dans le culte du football club lourdais, non pas de la Vierge, mais du football club lourdais. C'était une équipe fabuleuse, quoi, qui nous faisait rêver, d'autant que on les voyait jouer très peu souvent. On les écoutait à la radio le dimanche après-midi, on écoutait la retransmission des matchs par Louis Van Lay, etc. Et c'était un moment passionnant, quoi. Voilà, quoi. Donc tu es issu d'une famille qui aime le rugby à la base. Non, mon père est descendu du Nord, a épousé ma mère, il est arrivé en 40 dans le département, a épousé ma mère. C'était un très bon footballeur, un footballeur de bon niveau. Il aurait été content que je sois footballeur, je pense, mais bon, le rugby, dès que j'ai pu toucher au rugby, il faut savoir que
c'est une génération, la mienne, qui n'a pas connu l'école de rugby. J'ai débuté mon premier match à 16 ans avec les juniors de Mirande. Auparavant, je jouais au football dans un petit village à côté de Mirande. Mais j'avais cette passion pour le rugby très tôt, depuis les miroirs des sports de l'époque, le miroir de rugby, etc. Entendu. Et du coup, tu étais à l'école dans le Gers, tu as fait quel type d'études? Ah oui, je suis un vrai Gersois, quoi. Et j'en suis parti un petit peu à cause du rugby. J'ai fait mes études à l'école primaire de Miramont d'Astarac, et ensuite je suis allé au lycée de Mirande, au collège et au lycée de Mirande, et je suis parti de Mirande à 24 ans pour aller jouer à Montauban. On m'aurait dit qu'un jour je quitterais Mirande, je ne l'aurais pas cru, tellement j'aimais ma ville, j'aimais mon village, beaucoup Miramont d'Astarac, je continue à l'aimer beaucoup d'ailleurs. Et j'y suis revenu il y a 4 ans, au bout d'une carrière qui m'a fait circuler un petit peu, beaucoup dans le Gers, un petit peu à l'extérieur du Gers, mais jamais très très loin. C'est-à-dire que j'ai toujours eu besoin, chaque semaine, partout où je suis passé, de revenir un jour, chaque semaine, dans mon pays, quoi. Voilà. Donc tu as commencé en tant que joueur, tu as joué de nombreuses années. J'ai commencé à 16 ans, puisqu'à cette époque-là, c'était un junior. C'est la première équipe junior qui a été créée par l'USAM, c'était le club de Mirande. On est la première génération, on était vraiment une équipe de bras cassés, mais de super potes, de super copains. Et on nous a versé tout de suite dans un championnat extrêmement difficile avec Bagnères, le Stade Tarbet, Lannemezan, nous qui étions des débutants. Et mon premier match de rugby, je le dis souvent, je l'ai joué à Lourdes, sur le grand stade de Lourdes, enlever le rideau de l'équipe première. Superbe. Tu souris, superbe, oui, il faut connaître le score, ça a été 100-3. 100-3, l'essai était à 3 points. L'essai a été marqué par un grand ami à moi, et quand je le vois, il est conseiller municipal à Albi. Je l'ai retrouvé quand j'ai entraîné à Albi. Je lui ai toujours dit, mais te l'ont laissé marquer, parce qu'il y avait ce côté, quand une équipe se battait comme il faut, l'équipe qui était très forte, l'essai en général marquait l'essai de l'honneur, et je t'ai dit, mais je lui ai toujours dit que les Lourdais lui avaient laissé marquer. C'était une année formidable, avec 2 entraîneurs exceptionnels, parce qu'avec toutes les règles qu'on prenait, je peux vous assurer, on n'a jamais pensé, nous, à virer l'entraîneur. Hein. Et c'était 2 entraîneurs exceptionnels qui m'ont donné l'amour de ce sport. Vous savez, moi, je crois beaucoup au club naisseur, quoi. Le club le plus important dans la carrière d'un joueur, c'est le club où il débute, quoi. Et c'est celui-là qui lui donne ou pas l'amour du rugby. Et ce que je veux dire par rapport à l'époque actuelle, on ne reconnaît pas assez les clubs naisseurs. Quand j'entends parler qu'Antoine Dupont, c'est Auch, non. Antoine Dupont, c'est Castelnau-Magnoac. C'est voilà, vrai. Quoi. Grégory Aldrich, c'est pas Auch, c'est Condon. Ce sont ces clubs-là qui vous donnent l'amour. Et à partir du moment où vous avez l'amour, bien après, pour les autres, c'est quand même beaucoup plus facile. Ah, mais complètement. Après avoir joué plusieurs années dans ton club naisseur à Mirande, tu pars à l'US Montauban, puis par la suite au Toulouse Université Club, plus communément appelé le TUC. Le Toulouse Université Club, si tu veux, m'a permis de rester enseignant à l'époque était très puissant, de rester enseignant dans le sud-ouest, à Toulouse, et ensuite c'est eux qui m'ont permis d'aller à Samatan, donc je leur dois beaucoup, je leur dois vraiment beaucoup cela, et en plus au point de vue du jeu, ils m'ont beaucoup apporté, parce que c'était des joueurs qui étaient très portés sur l'attaque, sur l'offensive. Je me rappelle d'un match qu'on avait gagné à Thuir 9-3, j'avais tapé que des coups de pied derrière la mêlée, et à la fin du match, le triangle d'attaque était venu me trouver, tu sais, il m'avait dit, si Henri, on doit continuer à jouer comme ça, et bien nous on préfère arrêter. Et alors ça avait été une leçon pour moi, c'est une des premières leçons que j'ai reçues, parce que moi j'avais la mentalité un peu gersoise, et à l'époque les Gersois, c'était un jeu un peu basé sur la vaillance, un jeu un peu étriqué, etc. Ces gens-là m'ont permis de découvrir qu'on pouvait gagner un match par les 3/4, alors que je ne le croyais pas jusque-là, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que tu as signalé donc que ça t'avait permis de rester prof, parce que c'est vrai qu'à l'époque, le rugby n'était pas forcément professionnel, et donc tu étais oui, prof à côté. Et puis surtout de ne pas être parisien, de ne pas être, je ne sais pas, je serais sans doute adopté, de rester dans mon cher sud-ouest, parce que et de rester très près du Gers. J'ai été sur Toulouse pendant 3 ou 4 ans, et ensuite, sont eux qui m'ont dit, tiens, il y a un poste qui est libre à Samatan, est-ce que ça t'intéresse, Samatan? J'étais jamais allé à Samatan, parce que c'est un côté du Gers.
si tu veux, Mirande-Samatan, il y a des coteaux, il y a des tournants, etc. C'est difficile à franchir. C'est les vallées, quand on les prend en travers, donc c'était pas commode. Et je connaissais pas Samatan, et finalement, c'est là que j'ai connu les plus belles années de ma vie. J'ai toujours un peu d'émotion quand je parle de Samatan. Effectivement, parce que tu as été joueur de 76 à 78 entraîneur, à j'ai tout de suite été entraîneur. D'accord. Tout de suite capitaine-entraîneur, Ok. donc joueur. Et après, bien sûr, je suis devenu seulement entraîneur. Mais j'ai joué... mon dernier match de rugby officiel, parce qu'on avait une équipe 3 qui était engagée à cette époque-là dans le championnat armé à Bigorre, qui jouait... Tantôt on nous plaçait... Là où il manquait une équipe, tantôt on nous plaçait en honneur, tantôt... C'était une équipe un petit peu d'anciens avec les étudiants. C'était une équipe formidable. Alors, je continuais à jouer avec eux. On jouait en général le samedi. On arrangeait nos matchs le samedi. Et puis, donc, ça m'a permis de jouer avec cette équipe-là, qui n'était pas une équipe d'anciens, mais c'était une mixture avec toujours des arbitres, un classement, etc. Et j'ai fini à 47 ans. Je me rappelle, c'était à l'ANEPAX. À 47 ans, alors là, j'avais été MFEC avec mes coéquipiers, MFEC avec les adversaires, MFEC avec l'arbitre, tant et si bien que l'arbitre avait, à la dernière minute, alors qu'on menait de 2 points, il avait mis une pénalité contre moi à 22 mètres face au poteau. Le buteur d'en face l'avait manqué. Wow. Mais moi, j'ai décidé que je ne remettrais plus les pieds sur un terrain en tant que joueur parce que j'avais été vraiment horrible. Voilà. Bon, ben d'accord, au moins ça a le mérite d'être clair. Donc après plus de 2 décennies passées à Lombès-Samatan, en 1998, tu décides de partir entraîner Auch. Le rugby est devenu professionnel en 1995 et je voulais voir. J'avais quand même 54 ans. Je voulais voir ailleurs. Sincèrement, je crois que j'avais fait le tour à Lombès-Samatan. J'avais, je pense, tout donné. Auch en 98, c'est un club amateur qui se retrouve à cette époque-là, il y a 24 clubs dans le top 14, 2 poules de 12 quoi. Auch qui avait obtenu la montée en demi-finale, d'ailleurs, et qui avait accédé à cette division-là, se retrouve brutalement dans le monde professionnel. Brutalement. Il n'y avait pas de centre d'information. Il n'y avait que l'équipe 1. Une équipe 2, avec juste à peine quelques joueurs du coin. C'était très, très difficile. Ça a été une année extrêmement difficile. À la Noël, le cadeau de Jacques Fauroux, c'est parce que c'est Jacques Fauroux qui l'a fait venir, ça a été Omar Hassan. On avait une mêlée brinque-ballante qui était emportée tous les dimanches et puis arrive un phénomène, il arrivait d'Australie à ce moment-là, arrive un phénomène et à partir de ce moment-là, on a eu des ballons en mêlée et la deuxième partie de la saison s'est bien mieux déroulée. Ensuite, Omar, c'est un garçon qui est pro, qui a la mentalité pro, il arrive là, il voit 2 entraînements, il a dit mais qu'est-ce que c'est ça? Et puis finalement, il nous a fait passer à 3 entraînements. Attention, c'était le soir après le travail. Et comme après chacun de nos entraînements, par exemple le mardi on faisait du physique, on avait terminé le physique, et puis Omar restait seul sur la piste, il se mettait les haies, je me rappelle, sur la piste de Moulias, et il se mettait, poum, et les joueurs de mon équipe au début ils le regardaient, mais qu'est-ce que c'est ça? Et puis finalement ils se sont mis à faire comme lui, c'est-à-dire que notre équipe a progressé sur l'ensemble de la saison. À la fin de la saison, il nous a quittés pour Agen, mais le pli était pris, quoi. L'année suivante, on s'entraînait déjà beaucoup plus. On avait demandé une journée aussi aux employeurs pour dégager nos joueurs, pour leur permettre de s'entraîner une journée complète. Et petit à petit, Auch a fait son chemin vers le monde professionnel. Mais la venue d'Omar Hassan a été quelque chose de déterminant pour le Football Club Occitan, quoi. Donc tu restes 9 saisons au FCA, tu remportes 2 fois la Pro D2. Oui. De belles années à Auch. En 2007, tu as une expérience internationale. Eh oui, en 2007, c'est un très bon souvenir là aussi. J'avais le capitaine de la Géorgie qui était joueur du Football Club Occitan, je l'avais fait venir à Auch et la Géorgie m'a demandé de venir en tant que consultant à la Coupe du Monde de 2007. C'est un des plus beaux souvenirs bien sûr de ma carrière, un des meilleurs, un des plus grands, là parce que là on a côtoyé, y compris pour les Géorgiens d'ailleurs, parce que c'était fabuleux, parce qu'on était dans des conditions de vie exceptionnelles, avec des hôtels, je sais pas combien d'étoiles, etc.
les cordons de police devant, les cordons de les gendarmes devant avec les motos qui hurlent, etc. Enfin, ça a été formidable comme expérience. J'en garde un souvenir ému. Et d'ailleurs, les Géorgiens voulaient à ce moment-là me conserver pour m'occuper de leur équipe nationale. Il faut savoir quand même que j'ai entraîné une équipe d'un pays dont je ne connais pas un seul mot, parce que c'était les Géorgiens qui me parlaient français, et je ne suis jamais allé en Géorgie quand même, non plus. Jamais, alors qu'ils m'ont proposé à plusieurs reprises de les rejoindre là-bas. Bon, mais j'étais trop loin. Je crois que c'est ma femme qui m'a interdit d'y partir d'après. Il paraît que ça ressemble un peu au Gers, pourtant, non, la Géorgie? Et oui, mais les joueurs ressemblent beaucoup aux Gersois. Ils sont âpres, ils sont durs, c'est des vrais durs. Il y a des Géorgiens, Gers, c'est pareil. Ils sont Gersois un peu, les Géorgiens. Ouais, mais il paraît, c'est ce qui se dit. Non, c'est sûr. Donc en 2007, suite à ton expérience géorgienne, tu fais tes valises et tu pars entraîner le SU Agen. Et je vais au SUA pour 3 ans. Et peut-être qu'à ce moment-là, je n'ai pas su choisir les personnes qui convenaient à mon caractère dans l'encadrement du SU Agen. Mais c'est un très grand club, le SU Agen. Je ne suis pas amer du tout parce que Christian Lanta est arrivé donc, au bout d'1 an. J'ai connu à Agen de très bons moments, surtout avec les jeunes. Les Crabos ont été champions de France. Il y avait longtemps qu'Agen n'avait pas été à ce niveau-là. Les Espoirs ont été champions de France de rugby à 7. Le centre de formation, je m'en suis occupé avec passion. J'ai appris aussi au contact de Christian Lanta et de Christophe Deilo, qui sont des entraîneurs remarquables, bien entendu. J'ai appris surtout des grands joueurs, quoi, si vous voulez. Jusque-là, j'étais un peu la star à Auch, un petit peu. On avait des joueurs qui étaient modestes. Puis là, je suis tombé. Je parle pas des jeunes stars. Les jeunes stars, j'ai toujours su les manier. Ceux qui m'ont posé le plus de problèmes, c'est les vieilles stars, c'est-à-dire les joueurs sur le déclin, qui ont un nom et qui supportent très mal d'être mis en concurrence justement avec des jeunes. Ah, ça, c'est la difficulté, effectivement. Et ça, je n'ai pas su la gérer parce que je n'étais pas habitué à ce genre de joueurs, à ce genre de personnages. Après, je leur en veux pas parce qu'ils défendaient leur métier, ils défendaient leur place, etc. Vous savez, quand vous mettez un jeune comme Guitoun, 18 ans, en concurrence avec Elorga, qui lui était l'idole du public agenais, c'est pas facile, je le comprends pour Elorga, d'ailleurs, qui a quitté le club, qui est parti à ce moment-là sur Bayonne. Et moi, j'avais une entière confiance en Sofiane, qui à ce moment-là jouait arrière, et d'ailleurs qui est venu après avec moi à Albi, parce qu'il n'était pas suffisamment reconnu à Agen. Tu m'expliques que Agen a été une expérience plutôt mitigée. Oui. Malgré tout, tu remportes une Pro D2 quand même. Oui, mais on monte, le club retrouve son rang en top 4. Il faut savoir que les contacts comment se sont faits les contacts entre Agen et moi. Nous sommes sûrs de monter en top 14. Nous sommes sûrs de monter en top 14. Et Agen est à ce moment-là 7e, 8e du top 14. Donc, Agen me contacte, 9 ans à Auch. Bon, je sentais déjà, c'est une époque où on ne peut pas rester trop longtemps dans un club parce que vous lassez les joueurs, etc. Vous lassez vos dirigeants. Donc, il faut changer, quoi. Il faut changer d'air. Donc, Agen me contacte, du Broca, du Brano à cette époque-là, le président Tengo. Et si vous voulez, je donne mon accord à Agen assez tôt, en janvier. Agen, à ce moment-là, très maladroitement, en voulant faire preuve de loyauté, à dire à ses joueurs, les joueurs qu'il voulait conserver et les joueurs qu'il voulait laisser partir. Ça me demandait mon avis, bien entendu, puisque j'étais à Auch à ce moment-là. C'est-à-dire qu'une dizaine de joueurs apprennent donc qu'ils ne seront plus au SUA l'année suivante. Des joueurs sur lesquels tu comptais éventuellement. Oui, bien sûr. À partir de là, ça a été la descente aux enfers. Il n'y a plus une seule victoire pour le SU Agen. C'est-à-dire que le SU Agen, qui était à ce moment-là, était au milieu du classement, qui était pas très loin de se qualifier, mais qui était loin de la descente, ne gagnait plus un match, et dégringole petit à petit. C'est-à-dire que je me retrouve dans un club Auch qui est monté, et je vais dans un club Agen qui descend,
c'est une belle leçon de la vie, quoi. C'est une très belle leçon de la vie, quoi. Vous dites, Agen, c'est bien mieux qu'Auch, tu vas être bien là-bas, etc. Tu vas pouvoir mettre en place des idées que tu ne peux pas réaliser avec le Football Club Occitan, puisque le Club Occitan, les moyens sont quand même relativement limités, et tu vas dans un club qui est très riche. Et ce club-là a dégringolé sur la fin de saison, m'a appelé à peu près les 2 derniers matchs, parce que le calendrier me permettait d'assister. J'ai assisté au match contre le Stade Français en particulier, qui a été le match de la descente complète. Et ça a été un traumatisme terrible pour Agen. Et il faut savoir que tout de suite, ça a engendré aussi de gros problèmes financiers. Parce que Agen avait bâti un budget pour se retrouver en top 14 et s'est retrouvé en D2. Et bien sûr, les recettes, etc., le partenariat, etc., c'était un trou financier très important. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Agen, au bout d'un mois, il a fallu licencier 4 joueurs. Je me rappelle, c'est un des moments les plus pénibles aussi de ma carrière, parce que j'ai voulu assumer par rapport aux 4 joueurs, qui étaient 4 mecs formidables, quoi, et leur dire, bon, ben, il faut vous trouver un club, il faut que vous partiez. Et leur gars, d'ailleurs, est parti le premier, mais lui, il n'y a pas de problème. Lui, il était sollicité un petit peu partout. Les autres l'étaient beaucoup moins. 2 n'ont pas trouvé de club. Ça a été lourd, quoi. Ça a été dur, quoi. Voilà, ça a été. Mais on apprend aussi beaucoup dans ces moments-là. J'ai beaucoup appris. Et puis ça m'a fait du bien de sortir du Gers, parce que dans le Gers, je faisais un petit peu ce que je voulais, j'étais bien. Bon, ça fait du bien d'aller voir ailleurs si l'herbe est verte. Tant et si bien que tu pars par la suite à Albi. Et là, 4 ans à Albi, sollicité par le président de l'époque, qui s'appelait Archila, qui a été ensuite président qui était un des pontes de GDF Suez, qui a été ensuite le président de Narbonne. Et Albi, là aussi, Albi descendait. D'accord. Albi descendait. Son mentor, Béchu, qui était un type formidable, est parti à Montpellier à ce moment-là, qui était déjà un petit peu malade, un type formidable, un vrai, quoi. Et il venait d'avoir une année très difficile avec Béchu à la tête. Ça a été une année dure pour lui aussi. La maladie était un petit peu là. Il a fait un très bon travail quand même à Montpellier. Mais il faut savoir qu'entre lui et moi, les rapports ont été vraiment formidables. Vous savez, j'ai eu un premier infarctus à Albi au bout de 3 ans. Et j'ai gardé longtemps un mot d'Éric Béchu. 8 jours après, c'était lui qui mourait, quoi. Et voilà, c'est un grand personnage du rugby, Éric Béchu, un grand. Tout à fait. Et tu mentionnes justement ton premier infarctus à Albi. Ça a été un moment compliqué, mais j'ai ouï dire que même là, tu ne t'arrêtais pas. Ça a été très dur, Albi, parce que moi j'ai toujours écouté les dirigeants sur le plan financier, quoi, parce que je trouve qu'on doit les écouter, on ne doit pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Et Albi, il y avait un trou financier assez important, on s'est battu en récupérant des joueurs, vous savez, au minimum, c'est-à-dire en gros c'était des contrats espoirs à mi-temps, 700, 800 euros. On avait des joueurs qui étaient, je vous assure, qui n'étaient pas très bien payés à Albi, et on s'est battu pendant 4 ans pour maintenir ce club en Pro D2. On a eu la chance la première année d'arriver en finale. Une finale tronquée contre l'Union Bordeaux-Bègles, puisque sur le groupe de 22 joueurs qui étaient là, il y en a 15 qui étaient déjà partis. Dont 2 qui étaient dans l'équipe qui avaient déjà signé dans l'équipe de Bordeaux-Bègles qu'on rencontrait pour voilà. J'ai appris ça aussi dans le rugby, quoi. Hein. Ils avaient déjà signé à Bordeaux-Bègles. On avait un effectif qui nous permettait pas de ne pas les faire jouer. Ils ont joué, ils ont fait leur match. Mais bon, peut-être qu'il a manqué ce jour-là le petit plus, quoi, qui fait que, bon, c'est vrai que si on avait battu Bordeaux-Bègles ne montait pas, il se retrouvait en D2, quoi. Et donc ça, c'est en 2012. Et là, c'est en 2011. 2011, c'est rigolo parce que
On en entend parler maintenant des joueurs qui signent en début de saison dans des nouveaux clubs ou autres, mais en fait, ça a quasiment 10 ans. Et voilà, exactement. Et les joueurs ne l'ont pas caché. Ils avaient... Bon, alors, on m'a reproché de les avoir fait jouer, mais je peux vous assurer qu'on avait un effectif tellement juste, tellement de blessés, etc. On avait battu Mont-de-Marsan en demi-finale. Le match était à Agen, d'ailleurs, croyez-moi, on voulait le gagner. Et je pense que ces joueurs-là ont fait le maximum, mais... Même si vous êtes un pro, on a beau parler de professionnalisme, surtout en rugby où la part de l'affectif compte énormément. Tout à fait. Tout à fait. Donc après l'expérience albigeoise, oui. Retour pas dans le monde amateur parce que c'est à Tarbes, mais avec les jeunes cette fois-ci. Oui. Tarbes, ça a été une aventure assez curieuse qui a duré 2 ans. Mon fils entraînait Tarbes. Et j'ai répondu aux sollicitations du TPR. Donc on doit être là en 2014, de 2014 à 2016, dans une fonction qui a toujours été très floue. Vous parlez des jeunes. Je dis souvent en plaisantant parce que je l'aime beaucoup. Le président Nunes, je vous assure qu'il a beaucoup donné au club. Et alors j'étais normalement conseiller du président et je dis en riant qu'en fait au bout de 15 jours c'était le président qui me conseillait. Mais c'est un petit peu vrai, quoi. C'est-à-dire que je pense sincèrement qu'il n'avait pas eu grand-chose à dire du temps de mon fils, qui était quelqu'un qui a une forte personnalité, et qu'il s'est dit, bon, c'est pas le père qui va me guider. Et bon, et si vous voulez, j'ai été plutôt détaché du côté des jeunes. J'ai adoré Tarbes. Je vous assure, j'adore la ville de Tarbes. Quand j'y reviens ces temps-ci assez fréquemment. Il y a un potentiel, quand vous êtes gersois, quand vous voyez le potentiel de Tarbes par rapport au Gers, quand vous voyez qu'à Tarbes, il y a l'autoroute, il y a l'aéroport, il y a la gare TGV, il y a une ville universitaire, comme avec un STAPS en particulier, quand vous voyez tout ce potentiel, quand vous avez Lourdes à 20 km, Bagnères à 20 km, Lannemezan à 20 minutes, qu'il y a quand même dans les Hautes-Pyrénées des joueurs en pagaille, qu'il y a en plus, je vous assure, dans Tarbes, une très grande richesse d'éducateurs et puis autour de Tarbes, beaucoup de clubs quand même. Il y a de quoi faire, je vous assure, une très très belle équipe. Bon, ça s'est englué dans quoi, je ne sais pas. Mais je regrette de ne pas, peut-être à ce moment-là, quand j'étais à Tarbes, j'étais sans doute un peu trop âgé, de ne m'être pas suffisamment battu pour faire reconnaître mes idées auprès de... Bon, j'ai senti quand même qu'il y avait un petit ostracisme anti-gersois, c'est ce que j'ai ressenti, de la part de quelques personnes du club. Mais je ne dirais pas un mot de mal du TP, parce que je vous assure qu'il y a un énorme potentiel à Tarbes, et dans le département des Hautes-Pyrénées. Après, c'est une histoire de rapport. Ils sont toujours conflictuels. Moi, j'ai essayé d'arranger comme j'ai pu, mais ils étaient conflictuels avec ces clubs-là environnants. Il faudra bien quand même que les Hautes-Pyrénées se décident un jour à se resserrer un petit peu pour au moins se retrouver. Il y a une place pour un club en Pro D2 sur les Hautes-Pyrénées. Ça, c'est sûr. Et sur Tarbes, bien entendu, puisque c'est la capitale des Hautes-Pyrénées. Mais ça, c'est sûr. Et le voisinage de Pau n'est pas un problème. Au contraire, c'est un atout. Vous avez à Pau quand même tout un tas... Vous savez, l'équipe de Pau, vous regardez, il y a un très bon centre de formation à Pau, mais il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'extérieur, tous les internationaux, All Blacks, etc., les étrangers qui y sont. Donc, il y a des joueurs là qui sont libres, qui sont juste à côté de Tarbes, et c'est facile de les récupérer et de monter vraiment une très belle équipe pour la Pro D2 à Tarbes. D'ailleurs, elle y était, l'équipe qui est tombée, quand on voit la qualité des joueurs, quand on voit où c'est qu'ils jouent maintenant, parce qu'ils ont tous leur place, les poètes, il y avait Vergalo à cette époque-là, il y en avait beaucoup d'autres, il y avait de très bons joueurs déjà sur Tarbes, il y avait de quoi se maintenir là tranquillement. Après, il ne fallait pas dépenser pour certains. Pour certains, je pense qu'on dépensait un peu trop. Et puis pour certains jeunes, on n'a pas cherché à les retenir. Alors, je pense à Geoffrey Cross, par exemple, des choses comme ça, qui jouent en premier appel. Et ils sont très nombreux, quoi. Voilà. Donc après ces années tarbaises, tu reviens aux sources et tu vas entraîner l'EAB. L'entente Astarac Bigorre. J'entraîne le AB,
je veux pas trop le terme EAB. Moi, j'appelle ça l'entente Mirande-Mielan, même si un peu le Rabastens, mais il y a un club à Rabastens, donc ça n'a rien à voir. Mirande, c'est mon pays, quoi. C'est-à-dire, c'est la boucle qui se termine. Si je suis revenu quand même à Mirande, c'est parce que ma mère vit à Mirande. Elle est centenaire depuis un mois. Elle est à la maison de retraite de Mirande, et comme je suis fils unique, que je voulais m'en occuper, je suis revenu en fait à Mirande. Sinon, je crois que je serais revenu à Samatan, quoi, où j'ai ma maison. Mais j'ai le domicile de ma mère donc à Mirande, et ma mère donc fréquentant la maison de retraite de Mirande. Comme je veux la voir, profiter d'elle, et que je veux la voir chaque jour, chaque matin, c'est facile pour moi, depuis Miramont d'Astarac, à 5 km de Mirande, de me rendre près d'elle, et l'après-midi de m'occuper de rugby, et le soir de m'occuper un peu de l'entraînement de l'équipe de Mirande-Mielan. Entendu. Donc c'est vrai que Mirande-Mielan donc, est en Fédéral 2 actuellement. Souffre, mais s'accroche. Une équipe très volontaire, avec d'ailleurs pas mal de Tarbais, pas mal d'Occitans. Bon, une équipe qui aimerait bien que Tarbes remonte et que Auch remonte, parce que si ces clubs-là remontent, c'est un petit peu comme tout à l'heure je parlais de Tarbes et Pau. Pour nous, ça nous profiterait, parce que bien sûr, tout le monde ne pourrait pas jouer en première à Auch, tout le monde ne pourrait pas jouer en première à Tarbes, et donc on aurait des joueurs qui viendraient dans l'Astarac, puisque notre région, c'est l'Astarac. C'est pas très loin, on est à 40 minutes quoi, de Tarbes ici. Et pour nous, ce serait tout bénéfice, parce qu'on est dans une région où l'exode rural est très fort, très très fort, et où il n'y a pas beaucoup de jeunes, quoi. C'est très compliqué, et heureusement que j'ai des dirigeants dont le président Laterade, bien entendu, qui font un très gros travail, qui s'accrochent tant qu'ils peuvent, mais c'est dur, quoi. Voilà, mais c'est dur, mais c'est chouette. À ce propos, que penses-tu du changement de physionomie du rugby actuel ? C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, on se retrouvait avec des villes comme Auch, comme Tarbes, qui vivaient dans le monde professionnel, qui aujourd'hui ne font même plus partie de cet échiquier, et des grandes villes françaises qui, il y a quelques années, n'étaient pas du tout présentes et qui aujourd'hui trustent les premières places en top 14. Oui, bien, écoutez, on le savait avec le professionnalisme. Bon, c'est pas compliqué, c'est comme les histoires de le Carrefour et la petite épicerie à côté, quoi. La petite épicerie, elle a beau faire de la qualité, au bout d'un moment, boum, elle claque, quoi, elle craque, quoi. On est dans le monde professionnel, les salaires ont beaucoup augmenté, il faut beaucoup de joueurs parce qu'il y a beaucoup de blessés. Bon, les plus gros continuent, les autres s'accrochent tant qu'ils peuvent, et puis un jour ils cassent. C'est la loi, c'est la règle. Je crois quand même des ententes seraient peut-être possibles pour une sorte de club de province, quoi. L'Armagnac Bigorre a disparu puisque maintenant on ne parle plus que d'Occitanie, mais l'Armagnac Bigorre, c'est dommage, parce qu'il y avait peut-être quelque chose à faire entre Tarbes et Auch aussi, quoi. Les deux ensemble, et je pense auraient pu rivaliser, parce que quand même il y avait la formation est quand même très importante dans les deux départements, et on aurait pu faire. Voilà, il y a encore quand même, je sais pas, moi je vois Vannes qui s'accroche. Et c'est très bien ce que fait Vannes pour le rugby. Après, à côté de ça, vous donnez l'exemple de Lille ou de Strasbourg qui ont cassé la machine, alors qu'ils avaient certainement. Ça veut dire, on peut être une très grande ville, mais ne pas réussir aussi. Et on peut être une ville moyenne et réussir un peu. C'est-à-dire, en gros, c'est la Pro D2, quoi, le maximum, quoi. Mais après, ça c'est la règle. On savait très très bien que le rugby, en devenant professionnel, voilà, allait engendrer ces problèmes-là, quoi. Les gros sont en haut, et les petits, ils survivent. Les petits ont du mérite, je vous assure, dans le rugby actuel, les petits ont vraiment du mérite. Je vois les miens, mais je vois à côté je pense à Marciac, je pense à Masseube, je pense à Tri, etc., qui sont à 15 km de Mirande, qui continuent à vouloir avoir une équipe de rugby à ce niveau, à un niveau, et qui ont beaucoup de mal dans les effectifs. La chute des effectifs, c'est pas rien quand même en rugby, quoi. En effet. Tu as bien connu la professionnalisation du rugby, tu as connu toutes les étapes avant de revenir dans le monde amateur. Comment as-tu réussi à gérer un peu tout ça ? J'ai eu beaucoup de mal à revenir dans le monde amateur.
Beaucoup de mal. Le plus facile, c'est dans le monde professionnel, parce que le joueur, je parle du rapport de manager, entraîneur et joueur. Le joueur dans le monde professionnel, bon, il est soumis à des horaires, il est soumis à des règles très précises. Bon, il obéit. Vous arrivez dans le monde amateur, vous avez tout à refaire. D'ailleurs, deuxième infarctus, arrivé dans le monde amateur, un match à Barcus, c'est magnifique Barcus, c'est magnifique. Il y a 5 maisons, il y a un club qui était en Fédéral 3 à ce moment-là, qui est remonté d'ailleurs en Fédéral 3, au milieu des champs de maïs. C'est le premier match de championnat, c'est à l'extérieur. On a une équipe bien supérieure à celle de Barcus et on a bien failli perdre, on gagne de 2 points. Et là aussi, un petit peu comme à la Nepax, je m'en suis pris à l'arbitre, je m'en suis pris à mes joueurs, etc. Et puis le soir, il a fallu l'hélicoptère pour vite me rapatrier sur Pasteur. Voilà. Retrouver le monde amateur, ça a été très compliqué parce que je l'avais quitté 18 ans auparavant et ce n'était plus le même monde amateur. C'est-à-dire que, bon, on a des joueurs, et, avant tout, ils viennent pour leur plaisir. Alors que même il y a 20 ans, même quand on était complètement amateur, le groupe était essentiel. Maintenant, comme les égos, très grande importance des femmes, je trouve, et c'est très bien, certainement, hein, mais ce sont quand même elles qui guident. On fait un match très important samedi à l'île Jourdain, mais l'une d'entre elles a décidé d'aller à Monte-Carlo, et bien le joueur va à Monte-Carlo, quoi. C'est comme ça. Alors ça a été très très difficile, les retards aux entraînements, les absences injustifiées, oui, au début, je me suis vraiment demandé où je tombais. Et puis, ça m'a servi de leçon. Petit à petit, j'ai compris leur fonctionnement et je me suis adapté à leur fonctionnement. Donc, c'est-à-dire que quand au début, si vous voulez, vous avez 20 gars à l'entraînement et vous devriez en avoir 30, vous râlez comme un fou après les 20, vous les engueulez de tout parce qu'il y en a 10 qui manquent. Et en fait, au bout d'un moment, vous dites, mais non, il faut les valoriser, les 20 qui sont là, eux, ils sont là au moins, alors tu te montres moins de bonne humeur avec eux. Et donc, c'est moi qui suis allé avec eux, plus qu'eux sont allés vers moi. Et de nos jours, au moins avec quelques-uns d'entre eux, j'ai des relations très fortes, très amicales, et ça me fait du bien, quoi. Et je suis content d'être avec eux, voilà. Il y a une 50aine d'années que tu es entraîneur. Oui. Comment expliques-tu cette longévité exceptionnelle ? Moi, c'est pas compliqué. Tous ceux qui me connaissent diront il sait rien faire d'autre. À part si l'histoire un peu. C'est quand même. Je suis un ancien professeur d'histoire. Je suis toujours passionné par l'histoire, surtout des périodes comme la Seconde Guerre mondiale, des choses comme ça, quoi, le Moyen Âge même. Je suis toujours passionné par ça. Et à part l'histoire, il y a le rugby, quoi. Il y a le rugby et l'histoire, ou l'histoire et le rugby, les deux, quelquefois, vont de pair. Là, je voudrais essayer de retrouver l'histoire de l'USAM, de mon club de Mirande. Là, actuellement, je suis passionné par ça, j'essaye de retrouver. Ils ont été champions de France 61, des coupures de journaux, etc., des témoins. Ça me passionne, mais les deux vont... Voilà. Le rugby, pour moi, je m'en lasserai jamais. Je vois quelquefois des amis qui me disent non, ami, stop, ce rugby-là, on ne le supporte pas. Moi, je le supporte et j'essaye de l'améliorer comme je peux à mon niveau, quoi, bien entendu. Mais si je suis aussi passionné par le rugby, c'est que je n'ai toujours pas compris comment fonctionne le rugby, quoi. Et c'est pour ça que chaque match de rugby que l'on va faire, c'est un mystère pour moi, quoi. Et je voudrais percer le mystère. Je voudrais arriver au bout et me dire, le rugby, pour gagner, c'est comme ça qu'il faut faire. Et pour le moment, je n'ai pas trouvé. Tu es entraîneur depuis plus d'un demi-siècle. Je suppose que le rugby a changé, que les hommes, avec un grand H, ont changé également. La société a évolué. Quelles astuces de management mets-tu en place pour adapter ton discours aux personnes que tu as en face de toi ? Bon, en général, c'est pas le cerveau, c'est le cœur, quoi. J'ai toujours laissé fonctionner mon cœur par rapport aux joueurs. Après, bon, il est certain que de nos jours, c'est pas facile. Avant, je me contentais de mettre une feuille avec les noms de ceux qui jouaient le vendredi soir. Je mettais une feuille avec ceux qui jouaient le dimanche, sans explication et tout. Maintenant, je m'aperçois qu'il faut donner de plus en plus d'explications. Et c'est normal que l'on donne de plus en plus d'explications. Je vais faire ancien combattant, mais c'est vrai. Nous avons nos grands-pères qui avaient fait les tranchées.
C'était une époque très violente, etc. Nos parents qui ont fait la guerre de 39-45, avec tous les problèmes, résistance, occupation, résistance, et c'était pas facile. Derrière ça, il y a eu les guerres coloniales, l'Indochine, l'Algérie. On était sous la menace d'un affrontement entre les États-Unis et l'URSS. On est d'une génération qui était brutale. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on serait soldat, quoi. Et le rugby, c'était un sport de dur, c'était un sport de combat, c'était presque un apprentissage à la guerre, quoi. Et les matchs de ces années-là, c'était des matchs très violents, d'ailleurs, et le rugby s'est bien arrangé là-dessus. Vous savez, le moindre conseil, c'était attention, regarde derrière toi, attention, les plaquages au retardement, pas de voyage pour rien. C'était ça, le rugby, quoi. C'était un rugby de guerre, quoi. Tout à fait. Et on le trouvait tout à fait normal. Mais on le trouvait tout à fait normal. Et de nos jours, on est dans une société qui est tout à fait différente. Heureusement, c'est une société un petit peu de paix et on ne peut pas agir comme on le faisait à notre époque. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a particulièrement marqué dans tes 50 années d'entraînement? Il y en a trop. Il y en a trop. Non, là, il y en a trop. Je ne peux pas en citer un. Tout à l'heure, je parlais d'Omar Hassan. Si, peut-être Sosoni Bouka. Sosoni Bouka qui était... moi, je l'ai eu vraiment 3 matchs. Après, on l'avait, disons, avec Christian Lanta. L'année où je suis arrivé, c'était un phénomène, quoi. Lui, c'était un phénomène. C'était un surdoué. Après, entre lui et moi, les relations ont été conflictuelles, peut-être parce que je ne supportais pas cette classe je ne supportais pas qu'il fasse d'aussi bons matchs en s'entraînant aussi peu. je ne comprenais pas Sosoni Bouka. Je n'ai pas compris Sosoni Bouka. Je le regrette. Après, secrètement, je l'admirais. Bon, on ne se parlait pas pratiquement, mais secrètement, je l'admirais, quoi, parce que c'était un joueur exceptionnel, quoi, lui. Omar Hassan m'a raconté qu'à l'époque où il jouait à Auch, eh bien, ton fils Pierre-Henri, qui était à l'époque souvent autour du terrain et qui est également aujourd'hui entraîneur, lui posait beaucoup de questions en anglais sur la manière de s'entraîner à l'étranger, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Argentine. C'est toi qui lui as transmis cette passion pour le coaching? Oui, je pense. Il a vu vivre sa mère, qui est en fait sa belle-mère, était secrétaire du Lombard Matin Club. Elle était ensuite secrétaire du Football Club Occitan. Moi, j'étais entraîneur de Lombard Matin Club et entraîneur du Football Club Occitan. Il a vécu là-dedans. Toute sa jeunesse a été baignée là-dedans. Il a vu des joueurs de rugby venir à la maison. On a souvent hébergé beaucoup de joueurs de rugby. Après, je pense que c'est quelqu'un qui est tout à fait différent de son père dans son approche du rugby. Lui, c'est une approche très vidéo, très informatique, etc. Et c'est une approche tout à fait différente. Je pense que tous les deux, on n'aurait pas pu cohabiter longtemps. Si on avait entraîné ensemble, ça aurait été vraiment impossible parce que c'est 2 approches tout à fait différentes. Moi, le domaine humain est pour moi le plus important, c'est la cohésion, trouver le groupe. Lui, il est surtout sur... Tu as raison de le dire, ça ne m'étonne pas qu'il ait interrogé Hassan sur comment on joue en Australie, comment on s'entraîne en Nouvelle-Zélande, etc. C'est son tempérament. Lui, il est très pointilleux et il est plus sur le domaine technique et stratégique que moi, quoi. Voilà, quoi. C'est une approche tout à fait différente. Donc la même passion, mais qui ne se caractérise pas du tout de la même manière. On s'appelle régulièrement, presque tous les jours pratiquement. On parle de rugby, mais on ne le voit, on n'a pas la même vision de ce jeu-là, quoi. Voilà. Donc, on s'est d'ailleurs pas très bien entendu quand j'ai été son entraîneur et il a été mon joueur. Les rapports étaient conflictuels. D'ailleurs, je crois qu'on a mis fin à ces rapports-là. Il est parti ailleurs, lui. Et voilà. Et moi, je suis resté. Il valait mieux parce que peut-être on serait fâché. C'est drôle parce que on entend souvent ça on le voit souvent des pères qui entraînent leurs fils et avec qui ça se passe pas forcément bien sportivement d'une manière ou d'une autre. On peut le voir avec toi et Pierre-Henri. Ça a pu se voir également avec d'autres joueurs où les pères voulaient pas forcément, au-delà du fait qu'ils n'avaient pas nécessairement la même vision du rugby, ils ne voulaient pas non plus les mettre en avant par rapport à d'autres joueurs de l'équipe. C'est très compliqué ça. Le conseil que je peux donner à un père, c'est de ne pas entraîner son fils. Et d'ailleurs, ce qui me gêne beaucoup, tu vois, dans l'entente de l'EAB,
c'est que moi je suis pour qu'un enfant ait plusieurs éducateurs dans sa carrière. Surtout pas le même qui les suit. Et très souvent on assiste à quoi? Parce qu'on n'a pas de gros moyens, en particulier à l'EAB, à des parents qui suivent leur enfant depuis les poussins jusqu'au junior. C'est une catastrophe, ça. C'est une catastrophe parce que vous ne lui donnez qu'une vision du rugby, alors que des visions du rugby, elles sont multiples. Et il vaut mieux avoir... C'est la même chose dans l'enseignement. Et je trouve que dans l'enseignement, il faut changer d'enseignement. Alors on dit celui-là, il est fantastique, oui. Mais il est fantastique 1 an, 2 ans, maximum, quoi. Il en faut un autre. Quelquefois, vous avez un entraîneur qui est très dur. Et vous avez un entraîneur qui est relax, c'est-à-dire un entraîneur qui laisse faire les joueurs, et un autre qui les bloque. Et c'est très bien qu'une année, on en ait un qui soit très dur, l'année suivante, un relais. C'est comme ça, quoi. Parce qu'il faut laisser la place aussi à l'initiative de l'enfant, quoi. Ça, c'est c'est très grave, je trouve, celui qui suit un gosse pendant toute sa carrière. C'est appauvrissant pour le gosse. Tu en as tellement vécu, est-ce que tu aurais un souvenir en particulier à mettre en avant, bon ou mauvais? Bon, j'en ai trop là aussi, c'est la même chose. Mais je ne suis pas quelqu'un qui se retourne. J'aime bien, je me rappelle, professeur d'histoire, j'aime bien le passé. Mais moi, mon espérance, c'est le match de dimanche, celui du dimanche après, c'est l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire, avec quoi on va jouer. Voilà, c'est ça c'est demain qui m'intéresse. J'ai 75 ans, mais je ne suis pas quelqu'un qui se retourne. Je ne suis surtout pas quelqu'un qui vous dira, on jouait mieux, ça j'ai horreur de ça, là, parce que je sais comment on jouait il y a quand même 50 et 40 ans. Les joueurs de maintenant, moi, je les trouve extraordinaires, comme je trouvais Jean Prat extraordinaire, quoi. Et les joueurs de maintenant, le match de samedi dernier, je l'ai vécu. Mais je suis capable de vivre un grand match en voyant jouer 2 équipes qui me sont complètement étrangères. Le match entre l'Irlande et l'Écosse, je l'ai trouvé superbe. Et voilà, c'est le rugby qui m'intéresse, c'est le rugby de demain, de tout à l'heure. Voilà, c'est celui de hier, je l'ai connu, j'ai été très heureux dans le rugby de hier, mais je suis très heureux, je sais que je vais être très heureux dans le rugby de demain, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce qu'on peut dire sur le rugby. C'est quand même un sport, il apporte à celui qui le pratique. Ça, j'en suis sûr. Il apprend à vivre quand même dans le collectif, il apprend à vivre en communauté, même si de nos jours, il y a des égos peut-être plus forts qu'auparavant. Et il apprend. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup de joueurs de rugby. S'ils n'avaient pas eu le rugby, ça n'aurait pas été brillant quand même tout. Et grâce au rugby, ils sont devenus des personnages, ils sont devenus des hommes, quoi, tout simplement, quoi. Voilà. Le rugby est quelque chose qui apporte beaucoup. C'est un gros sport. C'est le meilleur sport éducatif parce qu'il apprend à vivre avec les autres, il apprend à respecter quand même un type qui est en face, le groupe qui est en face. Il apprend que de temps en temps, il faut fermer sa gueule, qu'il vaut mieux se taire. Il apprend sans arrêt. Est-ce qu'il y a un coup dur en particulier que tu as vécu en rugby? Écoute, des coups durs dans la vie, j'en ai eu. De très dur, et heureusement qu'il y a eu le rugby. Heureusement. Moi, je sais que je suis quelqu'un que le rugby a sauvé. Voilà, a sauvé. S'il n'y avait pas eu le rugby... Tu veux qu'on fasse une petite pause? Non, ça va, ça ira. Est-ce que tu as des modèles qui t'ont spécialement inspiré? Jacques Fouroux. On fait tous un petit peu, tous ceux qui l'ont connu feront du Fouroux jusqu'à la fin de leur jour, quoi, parce que c'était un sacré personnage, quoi. Voilà, je crois de tous. Attention, je le répète, il y a eu de gros combats entre, voilà, ça a été, mais lui, je crois que c'était le plus fort, quoi, quand même, de nous tous. Ce petit bout d'homme qui rêvait de taper des drops entre les tours de la cathédrale d'Auch, c'était ça, Jacques Fouroux, quoi. C'est-à-dire aucun complexe, toujours prêt à guerroyer, à ferrailler, un combattant né.
trop tôt parti, mais peut-être qu'il valait mieux qu'il parte aussi à ce moment-là, parce que peut-être ça, tu sais, avec l'âge, bon, on décline et quelquefois on ne laisse pas la meilleure image à ceux qui nous succèdent, quoi. C'est ma crainte d'ailleurs aussi. Hein. Voilà. Lui, il est parti. Toulon, quand même, venait le chercher, je le rappelle, au moment où il nous a quittés. Et Toulon, c'était pas rien, quoi. Eric Champ, tout ça, pour devenir le manager du club de Toulon. Voilà. C'est quand même quelqu'un reconnu mondialement. Et Omar San en a parlé. S'il est venu à Auch, c'est parce qu'il y avait Jacques Fouroux. Voilà, je crois que lui, c'est celui qui m'aura le plus marqué, quoi. Voilà. On m'aurait posé la question au moment où on était ensemble, je n'aurais pas répondu Jacques Fouroux. D'accord. Si tu pouvais reparler au petit Henri, qu'est-ce que tu lui dirais? Va vite sur un terrain de rugby, voilà. Et, je crois que j'ai toujours été pro. Quoi. D'ailleurs, ceux qui m'ont connu quand j'avais 12-13 ans m'ont dit « Mais on savait que tu deviendrais entraîneur. Tu étais entraîneur à l'école primaire de Miramont d'Astaraï, j'étais entraîneur parce que je montais des clubs de... Je montais des clubs de rugby, je montais des parties de rugby, j'ai toujours été... De football aussi, mais à un degré moindre, quoi. De tennis, à un moment donné, j'ai eu une période, mais voilà, le rugby, je le répète, il m'a trop donné, il m'a tout donné à moi. C'est réducteur peut-être pour un personnage, mais c'est ma passion. Et je suis heureux de vivre ma passion. J'ai 3 jeunes entraîneurs avec qui je collabore, à qui j'essaie de donner mon expérience, mais je sais que je suis très pénible avec eux. C'est dur pour eux de me supporter parce que je suis extrêmement exigeant, râleur. Et puis ce qui me fait le plus râler, c'est que je sens qu'à 75 ans que je suis moins performant à l'entraînement parce que j'ai moins de patate, la voix est brisée, la course, comment voulez-vous que je montre à un joueur de nos jours comment on doit donner un coup de pied à le ballon? À chaque fois, je risque de me casser un orteil. Non mais c'est ça. Ça a été ça un petit peu le problème. Je l'avais deviné chez Noves et chez Brunel. C'est 2 très grands entraîneurs, mais ils ont été entraîneurs de l'équipe de France un peu trop sur le tard, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été entraîneurs au moment où ils étaient en pleine maturité, où ils étaient vraiment très très forts, quoi. Bien sûr, ce sont 2 entraîneurs exceptionnels. Notre échange touche à sa fin et l'une des dernières questions que je pose à mon invité, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate? Sincèrement, tu vois, je finis... je finis ma vie sans avoir... Autant j'aurais mis un paquet de cravates il y a 20 ou 30 ans à un paquet de joueurs et à un paquet de dirigeants, surtout à des dirigeants. D'ailleurs, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec les présidents. Moi, j'ai toujours été en guerre avec les présidents, il faut le savoir. Maintenant, non. Non. Maintenant, moi, je suis sage. Je sais que les cravates sont interdites, donc je ne ferai pas de cravate. Quoi. C'est beau. Mais je me rappelle très bien des cravates avec Michel Crost. C'était sa grande... Mais non, là maintenant, non, je ne peux pas, parce qu'il n'y a personne qui est dans le milieu du rugby que je puisse suffisamment haïr pour lui mettre de cravate. Bon, ça passera pour cette fois. Pour un prochain numéro, qui voudrais-tu que j'invite? Il y a beaucoup de monde. Christophe Gasca, parce que vraiment, Christophe, j'ai passé 2 ans avec lui à Tarbes, depuis 4 ans qui sont passés. Je t'assure que c'est quelqu'un qui est très compétent et c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé travailler avec lui. C'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment reconnu dans notre milieu, tu vois. Il a une très grande compétence sur la mêlée. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Pour contextualiser un petit peu, Christophe Gasca est entraîneur aujourd'hui auprès des jeunes à Tarbes, après s'être occupé de l'équipe première à Lourdes et avoir également officié bien auparavant au sein du Tarbes Pyrénées Rugby. Après, tu vois, ce que je veux te dire là, c'est... Dans ce milieu du rugby, il y a beaucoup de gens qui sont méconnus, qui sont humbles. À l'image de Christophe, il représenterait un petit peu ces gens-là. Et j'ai connu des entraîneurs d'un niveau que personne ne connaît parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être reconnus par les médias, d'être portés. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus forts techniquement que ceux que l'on voit quelquefois à la tête même des grandes équipes pro. Moi, j'aimerais que tu récompenses un de ces types de l'ombre qui voilà, c'est le soldat inconnu, quoi, si tu veux, de la guerre de 14-18.
Bon, eh bien, l'invitation est lancée pour Christophe Gasca. Pour terminer, est-ce que tu aurais une anecdote un peu sympa à nous raconter, à nous faire partager? Bon, peut-être celle de Mamouka Magravelidze, qui était pilier deuxième ligne que j'avais récupéré à Saint-Gaudens, je me rappelle très bien. Je l'avais rencontré à Montrégeau, il avait la côte à monter, il avait à ce moment-là 15 kilos de trop. Il était arrivé essoufflé, enfin un vocabulaire, il y avait 3 ou 4 mois quoi, qu'il était arrivé en France. Puis je le fais signer à Auch. Pas de problème. Et puis on lui donne à Auch, on avait une vieille Ford qu'on passait en général au dernier joueur arrivé. C'est un Sudaf qu'il avait auparavant, qui n'avait pas fait l'affaire d'ailleurs. Et on lui passe cette Ford, mais vraiment une vieille Ford. Et puis on lui passe le matin. 2 heures après, arrivée de Mamouka, congestionné dans mon bureau. Henri, j'ai fait une connerie. Il connaissait ce mot, je pense, qu'enfin. Et aussitôt, j'ai réagi, j'ai dit, t'as cassé la voiture, toi. Mais il faut savoir que Mamouka, c'est quelqu'un qui faisait 130 kilos à l'époque, en 90. Un petit enfant de 5 ans pris en faute, il me dit, oui, j'ai cassé la voiture. Mais où tu l'as cassé? Parce que j'avais peur qu'il ait créé un accident dans Auch, un truc comme ça. Et il me fait, sur les circuits. Et dans ma tête, je pensais tout de suite au circuit de Nogaro. Qu'est-ce qui était là, les photos du circuit de Nogaro? Et alors, quel circuit? Là. Et il m'amène sur la piste d'athlétisme du Moulias. Oh purée! On avait en plus un président du club d'athlétisme qui à cette époque-là, on n'avait pas le droit d'y aller avec les crampons, il se faisait engueuler chaque fois qu'on traversait pour accéder au terrain d'honneur. Et s'il l'avait vu, je crois qu'il serait mort sur le coup. Et là, je te vois le capot ouvert, la voiture qui fumait, et le pauvre Mamouka, donc, qui avait dérapé parce que la piste était glissante et qui avait fracassé sa voiture contre la main courante du Moulias. Oh là là. C'est un très très beau souvenir. Fantastique. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Écoute, le débat a été passionnant. J'ai pas vu le temps passer. Je me suis régalé. J'espère que ça passera auprès de tes auditeurs, en sachant quand même que je suis un petit peu atypique dans ce milieu-là, dans ce monde-là, que j'ai répondu avec mon cœur, quoi, avec le maximum de franchise. Non, je vois pas. Après, non, j'ai été très bien. J'ai passé un très bon moment et je te remercie de m'avoir invité parce que c'était bien. Merci à toi Henri, c'était vraiment top. On sent la passion dans chacun de tes mots et je te souhaite plein d'années à t'éclater encore au bord du terrain. Je te dis à très bientôt. Très bien, merci. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait vraiment à le faire reconnaître. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux où vous trouverez facilement Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur rugbymercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.